Hello, alors on est là pour répondre à vos questions. Comme vous le savez, via Instagram, on a une toute nouvelle vie. On a commencé une toute nouvelle vie et régulièrement je reçois pas mal de questions sur qu'est-ce qu'on fait, sur Bali même. Donc il y a quelques jours, je vous ai mis un petit encart à questions où vous pouviez poser toutes vos questions pour qu'on puisse y répondre dans une vidéo un peu plus longue. Donc ici sur YouTube, j'ai un invité de sélection, Théo, avec moi sur cette vidéo. Et on va répondre ensemble à vos questions. Du coup, la première question, c'est digital nomadisme égale tu travailles pendant tes voyages. Alors du coup, oui, c'est ce que ça veut dire. C'est le fait de pouvoir travailler de n'importe où grâce à une connexion internet et un ordinateur. Et nous, grâce à notre activité, c'est ce qu'on peut faire. On peut travailler à l'autre bout du monde tant qu'on a internet. Alors du coup, la deuxième question, c'était comment vous vous êtes décidé à faire ça et quelles sont les démarches? Alors déjà, moi de base, je suis quelqu'un qui adore le voyage. Je l'ai beaucoup fait par le passé, et Chloé aussi, qui a déjà quand même pas mal bougé en Asie, en Australie, etc. Et donc moi, mon but, c'était de pouvoir voyager au maximum dans ma vie. Et quoi de mieux qu'être digital nomade en fait pour pouvoir concilier le travail, les rentrées d'argent et le voyage. Ensuite, quelles sont les démarches? Rien de plus simple, il faut être auto-entrepreneur, il faut juste se créer un statut du coup, au niveau légal. Et nous, donc de base, moi j'avais un CDI en communication et j'étais aussi à côté freelance. Et au fur et à mesure, j'ai développé au maximum mon activité de freelance et Chloé m'a rejoint dans l'aventure. On a créé notre agence et on est spécialisé en fait dans le marketing digital pour les coachs sportifs. Et donc ça fonctionne plutôt bien. Et le fait d'avoir notre agence, de travailler online, ça nous permet de voyager et de se taper des kiffs. Troisième question, faut-il un diplôme en particulier? Alors pas du tout, pas besoin de diplôme, il faut juste être bien formé et avoir des compétences dans un certain domaine. Donc on peut avoir la communication, dans la communication on retrouve le web design, le design de manière générale. Le social media. Ouais, voilà, être community manager. Enfin, voilà, il y a plein de disciplines et après en fait tous les métiers qui peuvent se faire online, donc juste avec une connexion à un ordinateur portable, c'est possible. Donc pas besoin de diplôme, juste être bien formé à un certain domaine, une certaine compétence et ensuite le vendre à des clients. C'est ça, et on ne se rend pas compte du nombre d'emplois qu'on peut faire en tant que digital nomade. Il y a vraiment énormément de choses. Je pense que j'en parlerai peut-être en story ou quoi, un de ces quatre, si vous voulez plus d'infos et des exemples de métiers. Il n'y a pas forcément que de la communication, il y a de la vente aussi. Enfin, il y a vraiment énormément de choses et il y a énormément aussi de sites comme Indeed, de sites de recherche d'emploi qui sont spécialisés dans les travails aussi en télétravail, à 100% en télétravail. Je vous en parlerai aussi peut-être en story. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous les liste, mais si vous cherchez sur internet emploi en télétravail, il y a vraiment des sites qui sont spécialisés là-dedans et ça peut être hyper intéressant aussi, pas forcément d'être digital nomade en auto-entrepreneur, mais on peut travailler pour une entreprise et être à 100% en télétravail et du coup ça nous permet aussi de voyager comme on veut. La prochaine question, pourquoi Bali? Alors Bali, c'est une île sur laquelle je suis déjà venue il y a 2 ans pendant mon voyage autour du monde avec Chloé, ma copine. Donc on était venu à Bali, mais seulement 10 jours vraiment en vacances et on avait fait juste les lieux touristiques. Et c'est quelque chose qui m'avait vraiment plu. Alors de base, il faut savoir que quand on a décidé de se lancer en digital nomade, la première destination c'était l'Australie. Malheureusement avec le Covid, c'est pas possible et c'est toujours pas possible en ce moment. Normalement ce sera bientôt possible. Mais du coup, Bali, deuxième choix. C'est une île qui est vraiment connue des digital nomades. Il y a énormément de choses faites pour les digital nomades. Il y a beaucoup de cafés avec la Wi-Fi. La Wi-Fi est très bonne ici. Limite mieux qu'en France. Il y a énormément d'espaces de coworking aussi. Enfin, c'est quelque chose qui est très connu dans le secteur du digital nomadisme et c'est une destination très populaire et en même temps c'est juste à côté de l'Australie, donc ça nous permet d'y aller quand ce sera ouvert. C'est à quelques heures de vol, c'est pas très cher et c'est aussi au milieu de l'Asie et l'Asie c'est vraiment une destination que j'adore et donc ça nous permettrait de faire d'autres destinations, la Thaïlande, enfin
D'autant plus que moi, mon but, c'était aussi de visiter l'Asie. Je ne l'avais jamais fait. J'étais surtout resté dans l'Europe, Afrique du Nord. Et là, le fait de partir aussi loin et d'être vraiment dans une culture qui est totalement différente et sur une île qui est magnifique, c'était le plan parfait. D'autant plus qu'avec le Covid, plein de pays étaient sur liste rouge. Donc nos choix étaient quand même assez réduits. Et Bali, c'était vraiment le petit Eldorado. Et ça l'est encore pour l'instant parce que les touristes peuvent toujours pas venir. La prochaine question pour Théo. Faut-il avoir des contacts ou des bases avant de se lancer dans ce genre d'aventure? Alors, des contacts, non, pas spécialement. Ça peut aider en fait pour trouver les premiers clients, pour faire un peu de bouche à oreille. Mais en soi, au niveau des contacts, il n'y a pas vraiment de prérequis. Par contre, il faut avoir des bases. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut avoir des bonnes notions, des bonnes compétences dans un sujet en fait pour être vraiment expert de ce sujet et de pouvoir en fait vendre ses prestations. Clairement, donc il faut des bases, pas besoin de contact. Alors la prochaine question, journée type pour vous. Alors journée type, donc maintenant ça fait un peu plus d'un mois qu'on est à Bali, donc on commence à avoir notre petite routine. Journée type, on essaie d'aller à la salle déjà 3-4 fois par semaine, donc je dirais que principalement on se réveille vers 7h du matin, 7h30. On va tout de suite à la salle, on est à 5 minutes en scooter de la salle, donc on a un peu de scooter, on fait 1 heure à la salle, on rentre. Quand il fait beau, on fait un petit plouf dans la piscine avant de commencer notre journée. Quand on le sent, quand on a envie de bouger, de changer un peu d'air, on va à un endroit qui s'appelle le Zim Café, qui est à 10 minutes en scooter. C'est un café coworking où il y a énormément d'expats qui viennent travailler. La wifi est très bonne, on y mange très bien et puis c'est un lieu hyper agréable à travailler. Donc soit on va travailler là-bas et on passe la journée là-bas jusqu'à 17h, soit on reste ici et on travaille chez nous. Du coup le midi soit on mange là-bas, soit on se fait à manger ici. On se prend souvent 2 heures de pause, sauf si on est au Zim Café, on se prend 1 heure de pause. On regarde les Marseillais pendant notre pause, le replay et le soir on termine notre journée vers 17h30, on rentre du coup, on se pose un peu devant la télé, on se fait à manger, on essaie de voir le sunset, s'il y a un sunset, on a un petit rooftop donc c'est hyper sympa pour ça. Et le soleil se couche très tôt ici à 18h donc j'ai l'impression que nos journées se rétrécissent, enfin se terminent plus tôt, on se couche à 22h30 tous les soirs. Ça c'est vraiment le gros inconvénient par contre de Bali, c'est que le soleil se couche à 18h. Et c'est comme ça toute l'année. Et comme en plus de ça il fait chaud, et on est un peu déboussolé. La prochaine question c'est la gestion des finances sans avoir de revenus fixes. Alors c'est vrai que quand on est auto-entrepreneur, la peur la plus commune c'est le fait de ne pas avoir de revenus fixes et c'est vrai que c'est un peu flippant de se dire on n'a pas un salaire qui tombe tous les mois, c'est vraiment en fonction de ce qu'on fait, des actions qu'on met en place et du coup on est vraiment maître on va dire de son destin. Donc ce qu'on fait au maximum c'est qu'on garde un certain revenu sur notre compte courant et le reste on met directement de côté. Et même nous, avant d'arriver à Bali, on avait déjà un matelas de sécurité, donc on avait économisé un petit peu pour être sûr de pouvoir subvenir si jamais on a des aléas ou des petits problèmes ici. Donc c'est vrai que ça fait un peu peur, mais il faut juste bien gérer son budget et après normalement ça devrait aller. La prochaine question c'est quel est le coût de la vie et de l'immobilier à Bali? Alors l'un des facteurs aussi qui a fait qu'on a choisi Bali, c'est que, en Bali et même l'Asie en général, c'est que le coût de la vie est très peu cher par rapport à l'Europe et la France en particulier. Donc pour vous donner un peu une idée, ici on est dans une villa avec une piscine, elle est assez grande, on a un extérieur, un jardin, un rooftop, on a une chambre et on paye 700 € par mois, donc ça fait 350 € chacun, donc ça n'a rien à voir avec Lille par exemple, c'est où on habitait avant. Donc ça n'a rien à voir avec Lille, même pour avoir un bel appartement dans le centre à Lille, tu dépasses les 1000 balles quoi, je pense. Ouais. Donc voilà, l'immobilier est très peu cher, même à l'achat, il y a énormément d'entreprises qui viennent et qui se développent dans la construction et dans la vente de villas ici, ça coûte que dalle. Après pour la nourriture pareil, on mange quand on sort on mange pour 2-3 €. Après ça dépend évidemment d'où on va, si tu manges local ça peut te coûter même quelques centimes. Si tu sors dans des restaurants un peu plus chics, un peu plus populaires, là ça peut grimper. Mais ça n'a quand même rien à voir par c'est ça, en fait. à l'Europe.
quand on est, admettons, sur la plage, on regarde un sunset, le cocktail, on paye 6 euros. C'est ça. Alors qu'en France, même à Lille, le cocktail simple, il est à 12 euros. Donc on a un beau cadre magnifique. Et en plus de ça, voilà, c'est quand même beaucoup moins cher. Non, c'est vraiment pas cher de vivre ici. Prochaine question, vos clients sont-ils français ou internationaux? Alors tous nos clients sont français. Prochaine question, comment trouver ses clients? C'est une des questions qui est revenue le plus. Alors, trouver des clients, c'est vrai que ça c'est le nerf de la guerre quand on est auto-entrepreneur, c'est trouver le maximum de clients possible. Je pense qu'il y a 3 moyens là que j'ai en tête pour avoir des clients. Le premier moyen, c'est la prospection, on va dire téléphonique et même la prospection par mail et sur LinkedIn, les réseaux sociaux, etc. Là, ça consiste vraiment à aller contacter les gens directement. Donc, il faut avoir des textes un peu originaux, des titres accrocheurs pour que les personnes ouvrent déjà votre message et ensuite le lisent et qu'il y ait un peu d'intérêt. Donc c'est pas vraiment de la prospection qu'il faut faire, c'est s'intéresser à la personne et lui faire comprendre que tu t'es intéressé à la personne, que tu connais son domaine, ce qu'elle a besoin, ses problèmes, et donc là la personne va tout de suite te répondre plus facilement. Donc ça peut se faire par téléphone, sur LinkedIn, sur Instagram ou sur Facebook, mais c'est quand même plus rare. Le deuxième moyen, c'est nous ce qu'on fait aussi, c'est la publicité sur Facebook et Instagram. Donc on va créer des publicités et on va venir les publier et les faire voir en fait par une certaine audience. Et ça c'est quand même assez puissant parce que le coût des Facebook Ads et Instagram Ads c'est rien du tout. Donc on peut avoir de très bons résultats aussi avec une belle publicité et une bonne configuration de la campagne. Et ce qui est important aussi, nous du coup on l'a précisé, mais on est spécialisé dans les coachs sportifs. C'est important d'avoir une niche parce que du coup quand on va faire des publicités comme ça, c'est plus simple d'aller cibler les personnes qui nous intéressent, tandis que si on s'adressait à n'importe qui veut un site web, là c'est un petit peu plus compliqué. Puis c'est vrai qu'une niche, ça permet vraiment d'apparaître comme un expert et ça permet aussi de faire un peu élever les prix. Donc j'aime bien la métaphore du médecin généraliste où tu vas chez le médecin, c'est 25 € la consultation et c'est un médecin de manière générale. Par contre, si on va chez un chirurgien dentiste ou alors un expert du rein par exemple, et bien là déjà sa position d'expert elle monte énormément et du coup le prix que la personne va faire payer sera aussi beaucoup plus haut. Donc c'est pour ça qu'une stratégie de niche c'est hyper intéressant. Mais on en parlera plus tard Ouais. si ça vous intéresse. Carrément. Je ne sais pas si vous voulez des conseils. Et le troisième moyen pour moi d'avoir des clients, c'est de créer du contenu. Soit d'avoir une chaîne YouTube, soit d'avoir un compte Instagram ou même un compte Facebook où on va diffuser du contenu pour ta cible. Donc tu as une cible et tu vas vraiment créer du contenu qui l'intéresse directement. Des conseils, des trucs, des astuces, des choses vraiment activables. Admettons, tu es web designer, tu fais des sites. Et ben tu peux déjà faire des conseils pour les gens qui veulent des sites web. Admettons, comment faire un site web, les extensions à avoir absolument sur son site web, comment créer une belle page d'accueil, quels éléments on doit avoir sur une page d'accueil, enfin voilà, des choses qui vont directement intéresser la personne. Et du coup, ensuite tu peux vendre tes prestations derrière et c'est un bon moyen de te faire connaître et de créer une communauté autour de ton offre. Et t'en as pas parlé, mais il y a aussi des sites évidemment spécialisés dans le freelance où on peut s'inscrire et du coup obtenir des clients par ce billet. Ouais, donc il y a plusieurs sites que j'ai en tête. Il y a le premier, c'est Crème de la Crème. Donc ça permet en fait, tu es auto-entrepreneur, tu as une compétence, et tu peux la vendre en fait sur ce site, donc Crème de la Crème. On a aussi Malt, donc M-A-L-T, c'est assez sympa, ça permet de trouver pas mal de clients. Il y a Fiverr, donc ça c'est un site américain où c'est des micro-prestations, mais il y a aussi moyen de trouver pas mal de clients là-dessus. Et 5euros.com. Donc ça c'est la version française en fait de Fiverr et c'est pareil, c'est de la micro-prestation. On peut vendre des sites web, on peut vendre du design, un logo, des Facebook Ads, voilà. C'est là, ces 4 sites sont intéressants pour un auto-entrepreneur. Du coup c'était ça la prochaine question. Quel site conseilles-tu pour se lancer en freelance? Du coup voilà. Es-tu avec des clients réguliers ou ponctuels? Donc nous on a des clients ponctuels en fait, comme on fait des prestations de site web, une fois que la prestation est terminée, on passe au prochain client. Donc c'est plutôt des clients ponctuels, mais c'est vrai qu'on les garde pendant plusieurs mois quoi. Ouais. Là on a des clients qu'on avait déjà depuis août. Donc voilà, ça dépend de la collaboration, si ça se passe plus ou moins rapidement, mais on n'a que des clients ponctuels.
Quelles étaient vos plus grandes peurs, angoisses et inquiétudes? Alors ça, c'est quelque chose qui est encore d'actualité. C'est vrai que quand on est auto-entrepreneur, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'a pas de revenu fixe. Donc ça, c'est quand même la plus grande peur, c'est de un jour ne plus avoir de clients ou ne pas avoir assez de clients pour pouvoir continuer dans ce mode de vie. Donc ça, c'est vraiment notre plus grande peur. Ensuite, on avait aussi un peu peur avant de venir ici. Enfin, c'est vraiment une aventure de vie. En fait, déjà, on vit ensemble, on est tous les deux tout le temps H24. On vit dans un pays à l'autre bout du monde avec une culture totalement différente. Donc, est-ce qu'on va s'y adapter? Est-ce que ça va aller? Est-ce qu'on va supporter 24 heures sur 24? En plus, on a fait la quarantaine juste avant, donc ouais. D'autant plus aussi qu'on n'était pas certain de pouvoir venir à Bali. On avait pris un visa business pour venir, donc c'est un visa qui a une validité de 60 jours et qui est renouvelable 3 fois, il me semble. Donc, et on avait pris ce visa business, sauf qu'au moment où on l'a pris, une semaine après, l'État indonésien a annoncé que les visas business s'étaient terminés pour l'instant, donc à cause du Covid. Donc ce qui fait qu'on s'est dit, bah, on n'y arrivera jamais. Et ensuite, on a eu beaucoup de papiers à faire, énormément de papiers, avec des tests PCR, avec les vaccins, avec des applications indonésiennes où on comprenait rien du tout. Ouais. Et donc c'était un peu la peur, voilà, la crainte de se dire on va se faire recaler à l'embarquement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se faisaient recaler. On en a même vu qui se faisaient recaler quand on était à Paris pour aller vers Jakarta. Et après la quarantaine aussi, c'était une peur parce qu'on s'est dit, imagine, on a le Covid dans la quarantaine, bon, on doit rester 14 jours de plus enfermé avec des repas pas si ouf. Voilà, donc c'était les petites craintes aussi avant de partir. Ouais. Mais sinon, c'est tout et finalement tout se passe très bien pour l'instant. Tout se passe bien. Combien de temps voulez-vous faire ça? Des envies d'autres destinations? Alors, dans le digital nomadisme, ça, on veut le faire plusieurs années. On veut garder ce mode de vie. Je pense pas qu'on va faire ça toute notre vie. Mais de 3 ans, 4 ans, je sais pas. Enfin, pour l'instant, on n'a pas d'autres plans de vie et c'est vraiment ça, c'est le mode de vie qu'on veut avoir pour les années à venir. D'autres destinations, oui, évidemment, on en a énormément. On a trop de destinations même d'ailleurs. Là, je crois, notre prochaine destination, ce sera la Thaïlande. On est quasi sûr qu'on part en Thaïlande juste avant Nouvel An, je pense. On va faire Noël ici et on partira en Thaïlande. On va revenir à Bali sur notre retour parce que du coup, on va passer cet été en France. On va revenir en Europe pour passer quelques semaines avec notre famille cet été. On veut faire plusieurs choses aussi en Europe, d'autres destinations. Mais du coup, en revenant d'Australie, si on va en Australie, j'espère, je crois qu'on s'arrêtera encore à Bali pour faire d'autres choses à Bali. Il y a tellement de choses qu'on va faire et en fait, c'est la saison des pluies, donc il y a plein de choses qui s'annulent. Mais voilà, d'autres destinations. Après, on veut faire l'autre côté, on veut faire l'Amérique, on veut faire le Mexique, le Brésil, les États-Unis absolument, le Canada, les Caraïbes. Enfin, il y a vraiment énormément de choses qu'on veut faire. Je ne sais pas si on fera tout, je l'espère. Mais ouais, énormément de destinations, énormément de projets. Et pour l'instant, on reste digital nomade. Prochaine question, estimes-tu passer beaucoup de temps à travailler? Rapport travail, voyage, plaisir, etc. Ah, ça c'est... Ouais. En fait, à travers tout ce qu'on montre sur les réseaux sociaux, etc., on peut croire qu'on est vraiment juste en voyage, en vacances, c'est que du kiff. Non, il y a aussi le côté travail. Donc nous, on s'instaure vraiment d'avoir des horaires de bureau pour être quand même assez discipliné. Donc on fait du 9h, 17h, 17h30 avec une pause le midi. On travaille du lundi au vendredi et en fait le soir on va profiter et nous on profite aussi le week-end. Après des fois quand on va travailler dans des cafés, etc., ça nous permet de découvrir aussi. Mais il faut bien comprendre que c'est pas que des vacances, que des voyages. On a juste choisi de vivre dans un meilleur cadre de vie, à mon sens, qu'en France. On travaille ici et c'est aussi du boulot, c'est du stress, il y a des clients à gérer, il y a beaucoup de trucs. Donc c'est pas qu'une partie de plaisir, mais c'est plus agréable de le vivre ici que de le vivre en France. La dernière question, avez-vous eu des difficultés pour trouver un logement à Bali ou partir y vivre? Non, on n'a pas eu de difficultés pour trouver un logement à Bali, surtout en ce moment, il n'y a pas de touristes, donc en fait, il y a énormément d'offres de logements. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que quand on est arrivé,
On s'est dit on va prendre un Airbnb pour une semaine, le temps de vraiment chercher sur place une villa, on veut visiter, enfin, on est là pour plusieurs mois donc on n'a pas envie de prendre juste un truc comme ça qu'on a vu en photo. Du coup c'est ce qu'on a fait, on a pris un Airbnb pour une bonne semaine et on s'est inscrit sur plein de groupes Facebook, c'est comme ça qu'on trouvait en fait plein d'offres de logement parce que sur Airbnb c'est vraiment plus pour les vacanciers et du coup les prix sont beaucoup plus chers. Donc on s'est inscrit sur plein de groupes Facebook, ça d'ailleurs je vous le conseille si vous partez vivre à l'étranger, servez-vous des groupes Facebook, ça nous a sauvé la vie plein de fois. Il y a énormément de groupes Facebook pour tout et n'importe quoi et du coup on a mis un message, on a dit qu'on cherchait une villa, on a mis nos critères et on a eu pas mal de réponses. On avait prévu d'en visiter plusieurs et celle-là c'est la première qu'on a visitée et en fait c'était un gros coup de cœur. Exactement le style qu'on recherchait et puis on adore la déco, tout ça, enfin elle est parfaite, hyper bien située et vraiment pas chère, du coup comme on a dit 700 € par mois, donc on a foncé, on l'a prise directement et pas de regret, on n'a pas eu de problème avec, on s'entend très bien avec la proprio. Donc voilà, et les difficultés pour partir à Bali, bah du coup oui, comme on a dit, on avait énormément de paperasse à faire, c'est encore fermé aux touristes, donc on avait un visa à remplir, un visa qui n'était plus valable pendant un moment, puis a été revalable, donc de base on devait partir en septembre et finalement on est parti en octobre parce qu'on ne pouvait pas y aller avant. Des tests PCR, les vaccins, tellement de choses, la quarantaine. Donc non, c'était pas facile pour arriver à Bali, mais ça en vaut le coup, on est hyper heureux ici. Carrément. Donc voilà, je pense que c'est tout pour les questions. En tout cas, n'hésitez pas, vous savez que sur Instagram, je réponds tout le temps à vos questions, donc n'hésitez pas à me contacter là si vous avez d'autres questions. On pourra peut-être faire une autre vidéo si vous avez encore plein d'autres questions, on verra. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous aura été utile, j'espère qu'on a répondu aux questions que vous vous posiez. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Tu veux la refaire du début? Du début? Un matelas. Un matelas de sécurité. Attends, je suis pas concentrée là. Je me souviens même plus ce que j'ai lu. Hello. Oh. Pas toi, je parle pas à toi. Je parle pas à toi.